Là, je vais démarrer. Du coup, ce soir, moi, je vais parler un petit peu je vais parler de bench, je vais parler de kernel, je vais parler de paravirtualisation. Je vais faire une référence ou deux à Stos. Il vous a déjà été présenté hier par Gabi et Blatt. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, il faut juste savoir que c'est un kernel qu'on développe au lab. Donc si vous voyez Stos à un moment, c'est ça. Ouais, donc voilà, je vais beaucoup parler de feature aussi. Je vais beaucoup dire le mot feature, donc désolé si ça saoule. Bon, on commence par les problèmes. Donc, contexte, on est en train de développer un kernel. Outre les problèmes que vous pouvez avoir, le truc c'est que on a envie qu'il fasse des choses utiles un petit peu, outre le fait qu'on va apprendre des choses dessus. Donc c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme un gun game, on arrive, on commence avec ça, donc ça sert pas à grand chose. Et le truc c'est qu'il va falloir très vite arriver à ça, donc avoir un truc avec beaucoup plus de features. Donc bon, on m'a dit que c'était pas forcément une bonne idée, mais ça a l'air d'être quand même mieux. L'idée, c'est vraiment voilà, c'est d'avoir de la feature rapidement et de genre de win quoi en fait. Hein. Donc pour ça, il y a une solution, ça s'appelle Virtaio et ça va nous permettre de développer en fait des drivers pour certains types de devices. Et on va voir tous les avantages, donc pour en citer quelques-uns, de la généricité, de la rapidité, etc. Donc ça, c'est un graphe qui a été fait tout à l'heure, parce qu'il nous en fallait un. Donc comme on peut voir, en fait, le temps de développement des types de devices entre Virtaio et la réalité, ça varie pas mal. Donc en haut, on a une source de random. Donc avec Virtaio, elle est gratuite en 50 lignes. Et si on le fait genre bare metal, bah, ça va nous prendre beaucoup de temps, donc 1000. Et pareil pour les block device et les network device, si vous commencez à vouloir faire un driver E1000 bare metal, ça va pas vous prendre de matinée, alors qu'avec Virtaio, on peut faire des choses comme ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Puisque depuis tout à l'heure j'en parle, c'est un framework en fait qui va nous permettre de faire de la paravirtualisation. Je vais expliciter tout ça juste après. Donc en gros, là c'est une définition qui est plus très à jour, mais parce qu'en fait ça fait beaucoup plus de choses que ça maintenant. Là ça parle juste des block devices et des network devices. En fait je vais faire un petit listing qui est plus ou moins exhaustif que j'ai trouvé dans la dernière version des specs, donc avec tous les différents devices que ça gère. Donc voilà, globalement. Alors le contexte sur Linux, Linux c'est un kernel quand même qui est super actif, donc ça fait environ 10 000 changes par jour, et ça style 9 changes de l'heure, 9 commits de l'heure selon Greg je crois. Enfin bref, ça bouge beaucoup, et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de solutions d'hyperviseurs dessus. Donc vous en connaissez déjà sûrement, KVM, QEMU, il va faire aussi de la virtualisation pour les devices, pas comme son camarade Bosch, LXC, LGuest, etc. Et donc LGuest, c'est en fait la cause de la création du framework Virtaio. Rusty Russell, quand il a commencé à coder LGuest, il s'est dit que ça serait bien et que ça serait utile pour d'autres, donc il a implémenté une spec Virtaio et il s'en est servi pour faire LGuest. LGuest, c'est un hyperviseur qui fonctionne en 5000 lignes de code sur Linux. Donc c'est très petit et c'est assez efficace. Le truc, c'est que chacune de ces solutions-là va virtualiser des devices à leur manière. Et en fait, du coup, on va avoir des accès qui sont pas du tout... chacun va faire un peu comme il veut, etc. On a possiblement plusieurs solutions de virtualisation sur la même machine qui tournent en même temps. Et donc voilà, c'est ce que décrit cette phrase-là. Donc l'idée c'est quoi? Est-ce que c'est encore un autre standard qui servirait à réunir tous les anciens standards, etc. Non, en fait c'est pas le cas. J'ai cherché un petit peu et au final il s'avère que c'est à peu près le seul projet qui propose cette idée-là avec cette envergure et ce taux d'utilisation. Il faut savoir que maintenant Virtaio c'est quand même beaucoup utilisé. QEMU a un support génial et on s'en sert, donc c'est cool. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est en vrai, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc en fait, les principaux avantages d'utiliser le framework Virtaio, en fait, c'est beaucoup de code reuse, parce qu'on va voir qu'on développe un type de driver pour un type de device et pas un driver pour un device.
Donc je vais faire la nuance si vous n'avez pas saisi juste après. Beaucoup de... ouais, code Rio, je l'ai dit. Ouais, ok. Donc voilà, les types de devices que ça gère actuellement, il y en a d'autres qui arrivent, on verra ça à la fin de la présentation à titre d'exemple. Ceux qui vont nous intéresser, ça va être principalement les 4 premiers, d'accord? Donc network, block device, donc pour tout ce qui est votre disque, etc. Une console et une source d'entropie parce que c'est rigolo. Et voilà, donc ça c'est tiré des specs, hein, si vous l'avez vérifié. Ça c'est un tableau, donc en gros de ce qu'on pourrait avoir avant et après l'implémentation des différents devices Virtio. Ok, donc pour l'instant on a une console, après on aura 2 consoles, donc c'est quand même mieux. Et non, ça va nous permettre d'avoir aussi une source de random, bon on s'en fout, c'est rigolo. Le memory ballooning, on s'en fout et on le veut pas parce que on compte. Le truc c'est qu'avec Stos, le but c'est quand même au final de le faire tourner sur bare metal, donc on s'en fout. Oups. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le ballooning, c'est juste permettre au host de request de la RAM au guest. En fait, il va lui redemander des ressources et il ne va pas lui rendre automatiquement. C'est le guest qui doit lui en demander. Enfin, bref, ça peut s'avérer utile dans certains cas, pas dans le nôtre. Très bien. Donc, qu'est-ce que la paravirtualisation? En gros, quand vous faites tourner un OS en full virtualisation, il n'est pas au courant qu'il est virtualisé. Il n'y a aucun changement dans le kernel qui va faire qu'il va savoir qu'il est virtualisé, donc il va faire ses calls normales, etc. Le truc, c'est que quand il va vouloir accéder à du device, il n'est pas directement bare metal, et il y a la couche de l'hyperviseur en dessous, c'est ici. Donc là, ça c'est la full virtualisation. Donc je fais un accès au device. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai des drivers back-end. En gros, c'est des drivers qui veulent directement communiquer avec des devices. Par exemple, si j'ai un driver E1000, ici j'ai un driver E1000 et il va devoir faire ses instructions. Il va trap, l'hyperviseur va s'occuper de l'émulation du device, etc. et lui renvoyer le résultat. On perd beaucoup de temps. Mais l'avantage, c'est que vous ne touchez pas à votre kernel. Donc typiquement, Windows, voilà. Bon, on peut quand même faire du Virtio sur Windows en fait, mais bon. Ce qui se passe avec LGuest, c'est qu'en fait, le kernel, il est au courant qu'il est virtualisé. Donc on va pouvoir mettre en place des mécanismes un peu plus malins. Et là où va se placer Virtio, c'est justement ici. Donc on a une interface, donc c'est l'interface de Virtio où je vais faire mes calls, etc. Et des drivers front-end. Donc en fait, c'est ça qu'on va juste devoir développer. On va développer des drivers front-end, c'est-à-dire des modules dans notre kernel, si notre kernel n'est pas trop mal fait, et parler avec cette interface-là. Tout le hard work, c'est-à-dire comment je parle à mon device, pour telle carte précisément, etc., il est fait dans l'hyperviseur. Oups, pardon. Il est fait dans l'hyperviseur, donc on s'en fiche. C'est pas notre travail, ça marche super bien. Nous, on a juste les front-end drivers. C'est pour ça que c'est facile de faire des cartes réseau et tout ça. Ok. Comment ça se passe à l'intérieur? Globalement, on peut discerner 3 couches. Donc les drivers front-end, comme je parlais, voilà, on voit qu'on a un seul driver de network pour toutes les cartes réseau que notre hyperviseur va supporter. D'accord? Alors que si on fonctionnait bare metal, c'est-à-dire je veux développer Stos sur une board en particulier, je vais dev un driver E1000, je vais pouvoir être compatible qu'avec une carte. Ok? Et si je change de carte, il faut en refaire un autre. Et je perds beaucoup de temps. Alors que là, comme je suis virtualisé, j'ai un driver à faire, et c'est fini. Oui, parce que pour l'instant, Stos tourne sur QEMU, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand on va le mettre sur bare metal, on va virer QEMU. Ok? Donc globalement, ça c'est l'interface à laquelle on fait référence, donc le core de Virtio, et ça c'est pas notre boulot, c'est l'hyperviseur. Okay, et on va voir au niveau du transport comment ça se passe. C'est simplement, on va échanger des buffers, donc des ring buffers qu'ils ont appelés V-ring dans l'implémentation. Donc voilà, c'est juste on échange des V-ring et d'une certaine façon avec certains acknowledgements, etc. On va voir ça juste après. Donc voilà, des V-ring. Chaque type de device a un nombre de V-ring précis. Donc par exemple, un block device va avoir un seul V-ring et le network va en avoir 2. C'est dans les specs. On peut utiliser des buffers optionnels pour différentes options. Là, ça fait quand même... là, il faut avoir un peu de bon sens, c'est-à-dire que si l'hyperviseur ne propose pas la feature, le guest ne va pas essayer d'utiliser ses buffers tout seul, ça ne va pas marcher. Hein. Donc on va voir juste après comment est-ce qu'on se met d'accord en fait, sur les features. Donc, pour que notre device fonctionne, c'est
Comme tout driver, il va falloir communiquer avec lui, l'initialiser, le mettre dans un state qui est un petit peu sane avant de pouvoir commencer à faire des choses. C'est pas je branche, même quand vous hotplug, en fait, il se passe des choses derrière. Donc ça, c'est les principales 4 étapes qu'on va suivre pour initialiser un device et faire en sorte qu'il soit fonctionnel. S'il se passe quelque chose de mauvais entre chacune des étapes, on a des choses à faire, on peut lui dire qu'il a fail, le reset, etc., retenter. Donc là, je vais expliciter un petit peu les trucs dans l'ordre rapidement. Donc tous les devices Virtio, c'est des devices PCI globalement. Donc on va les handle comme des devices PCI, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un config space, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire des flags qu'ils vont avoir mis dans ce config space, et nous aussi écrire des choses. Il y a des zones qui vont être en read-write, etc. Je vais expliciter ça après. Et en gros, pour parler intelligemment, il va falloir se mettre d'accord sur les features. Le host, il va peut-être proposer plein de features, mais nous, on est flemmard ou on s'en fout de telle ou telle feature, on ne va pas les implémenter. Et donc du coup, on gagne du temps à pas les implémenter, mais il faut lui dire qu'on n'en veut pas pour qu'il se débrouille et qu'il passe en legacy ou des choses comme ça. Donc en fait, on peut voir ça un petit peu comme une théorie ensembliste. C'est le host qui va proposer un ensemble très large, et nous, on va en prendre un subset. On ne peut pas inventer de la feature, on va juste prendre un subset de cet ensemble plus large. Et en gros, notre device va fonctionner sur l'intersection des deux ensembles. Donc là, typiquement, voilà, est-ce que ma carte réseau va supporter le checksum partiel des paquets? Oui, moi je le fais, bon, très bien, on va l'utiliser, et ainsi de suite. Ok? Donc le config space, ça c'est moins attrait à Virtio, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour les devices PCI. Il y a en fait une zone qui va être soit dans le PIO, soit dans le MIO, qui va contenir des informations sur lesquelles on va pouvoir accéder directement. Ça dépend comment votre device a été mappé. L'exemple là simple avec Linux, ils ont tellement de niveaux d'indirection que c'est de l'anglais, donc c'est pas compliqué. Là j'ai ce flag là qui veut dire yo, je te donne une adresse MAC, c'est pas toi qui l'as choisi, en parlant du host. Donc le host va set l'adresse MAC pour le guest. Donc s'il expose ça dans son config space, le guest il arrive, il voit qu'il y a cette adresse là. Donc if Virtio has feature, je check que ce flag là est dans le config space du virtual device. Si oui, du coup je vais lire, foutre ça dans des buffers et faire ma tambouille en interne, et donc du coup lire en fait l'adresse MAC que le host m'a donnée. Si jamais ce truc là n'était pas présent, simplement je génère mon adresse MAC aléatoirement. Et on va faire ça pour les différents flags, et du coup setup un device qui correspond à comment va, notre driver va setup un environnement pour parler correctement avec le device. Les status bits, c'est ce qui va nous permettre à nous, quand on va initialiser le device, de donner notre état d'avancement au host. Typiquement, le premier, Virtio config acknowledge, c'est hey, ouais, c'est bon, j'ai vu que tu m'avais filé ce device PCI, et si on n'en voit rien d'autre, il sait juste qu'on l'a vu. Si jamais on continue et qu'en fait ce device là, j'ai un driver pour ça, typiquement j'ai codé mon drivers de block device mais pas encore mon réseau, mon network device. Bon, je peux très bien reconnaître les network devices, mais j'ai pas de driver, donc je vais pas lui send ce flag là. Et au fur et à mesure de la configuration, je vais lui envoyer les différents flags. Ça c'est ouais, j'ai trouvé un driver, je sais comment le handle, et ça c'est ouais, j'ai fini d'initialiser le state du device et on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc l'utiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va juste s'envoyer des buffers en fait. On va échanger des buffers d'une certaine façon. Donc soit le host va écrire dedans, soit le guest va écrire dedans. Ce qui implique forcément que la mémoire entre le host et le guest, c'est une mémoire partagée, c'est-à-dire que le host doit pouvoir avoir accès à la mémoire du guest. C'est le guest qui va gérer sa mémoire, qui va utiliser de sa mémoire pour parler au host, mais le host doit pouvoir y avoir accès, c'est un prérequis. Le reset, finalement, ça fait ce que vous pensez, donc ça reset la config, ça reset tous les status build, le config space, etc. Pourquoi est-ce qu'on va en avoir besoin? Simplement parce qu'on a des devices qui sont plus modulaires, on va avoir envie de les décharger à un moment ou de les recharger, etc. Ou même pour alt, si on alt le système, on va avoir envie de reset les devices. Voilà, donc rien de plus compliqué. Si on fail aussi, j'envoie un bit failed et puis je vais pouvoir soit reset le device pour le prochain coup, soit le laisser dans un état pas sane, mais c'est pas malin non plus. Voilà. Alors,
moi j'ai un kernel, j'ai commencé à dev un truc, comment je fais, c'est quoi les conseils, est-ce que ça vaut le coup au final d'implémenter Virtaio pour mon cas. De base j'ai envie de dire oui, mais ça dépend fortement de la première condition. Si votre kernel est genre super mal foutu et qu'il n'est pas du tout modulaire et que ça va être une pain in the ass de faire le truc, en fait, bah, genre c'est pas la peine de refaire la moitié de votre kernel pour implémenter Virtaio, quoi. Ou alors c'est un bon signe que c'est pas la bonne façon de faire. Mais ouais, il faut que votre kernel soit suffisamment modulaire en fait pour qu'on ait les avantages de la paravirtualisation. Plutôt qu'on n'ait pas besoin de changer la moitié du kernel pour pouvoir ajouter de la feature. Il va vous falloir quelques libres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va beaucoup manipuler de buffers, donc des ring buffers et tout, ça peut être malin d'avoir déjà prévu ça et d'avoir commencé à coder les trucs pour read, write, flush, réinitialiser les trucs et tout ça, vérifier qu'ils ne sont pas pleins, bref. Donc vous avez envie d'avoir tout ça. Vraiment voir ce que vous avez envie de faire plus tard avec votre kernel au final, c'est est-ce que c'est un toy, est-ce que je vais le jeter dans 20 jours, est-ce que j'ai envie qu'il devienne un truc. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de gagner du temps sur l'implème de la spec derrière. Je vais expliquer rapidement pourquoi après. Mais ouais, faut minimum plancher sur ce que vous avez envie de faire juste après avec votre kernel. Et ce qui est un prérequis aussi, c'est que vous supportiez les devices PCI, puisque les drivers, les devices que va vous présenter Virtaio, après avoir fait sa tambouille, c'est des devices PCI. Et donc vous avez envie de pouvoir y accéder, même si on peut aussi mapper les devices sur le MIO. Donc c'est un prérequis, mais on peut passer à côté, quoi. Mais bon, c'est mieux de l'avoir. Next. Ouais, cut les specs, c'est important dans la mesure où, suivant l'état d'avancement de votre kernel, il y a plein de trucs qui vous servent à rien en fait. Typiquement, moi par exemple sur Stos, là l'implème que je suis en train de faire, je run avec la configuration où j'ai pas le SMP activé. Okay, donc si j'ai pas le SMP, je vais pas me faire chier à faire attention à tout ce qui est memory barrière au niveau système, etc. Je vais juste mettre des memory barrières compilateurs. Si vous savez pas ce que c'est les memory barrières, bah, c'était hier avec Marwan. Donc voilà. Il y aura le stream. Ouais, organiser un minimum le travail en termes de, en fait, prendre l'aspect comme un livre, c'est pas du tout une bonne idée. J'ai commencé à faire ça et c'est pas fait pour. Donc il faut vraiment la lire et tout ça et commencer par les trucs qui servent vraiment au début. Donc vous avez envie déjà de pouvoir gérer tout ce qui est queue et tout ça, de pouvoir créer des queues dans des états sane et tout, d'initialiser votre device, etc. Et ensuite de commencer à aller checker tout ce qui est config space et tout, parce que vous êtes en train d'initialiser le device. Mais ouais, le faire dans l'ordre, c'est pas une bonne idée. Autre chose, si j'étais vous, moi je le ferais dans cet ordre-là, en termes d'implémentation. La source d'entropie, ça va vous permettre de créer un slash dev urandom rigolo. Et en plus, c'est le device le plus gratuit à faire. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est vous fournissez un buffer et sa taille au host et il vous le remplit de random. Et quand il a fini, il vous le dit et vous le prenez, c'est rempli de random, il n'y a rien à faire, c'est gratuit. Donc ça vous permet de faire une sorte de Hello World driver Virtaio. Ça va vous prendre pas beaucoup de temps. La console, parce que c'est utile d'avoir une console assez tôt quand même sur son kernel. Et voilà, ensuite block device et network dans l'ordre de difficulté. Là, on n'a qu'une seule queue à gérer, là 2. Et en termes de temps d'implémentation aussi. Voilà. What else? Ouais, quand vous cuttez, faut pas cutter comme un con parce que si vous arrivez et que vous faites ouais, ça on s'en fout et tout. Le truc c'est que si jamais plus tard vous avez besoin d'implémenter une chose qui va dépendre de ce que vous aviez laissé de côté et que pareil il faut réimplémenter tout Virtaio, vous perdez fortement encore. Donc laissez-vous le moyen de pouvoir rajouter des features, quoi. Donc ça c'est juste du code, hein, frère, hein, c'est pas, ça n'a rien à faire avec Virtaio. Les contraintes du framework, même si elles sont pas énormes, y a certains trucs à faire dans le bon ordre et tout, parce que sinon vous tapez des bugs mystiques. Et même si c'est pas des erreurs de code, vous c'est pas de trucs nuls comme un con et tout ça, c'est juste que vous avez oublié de faire cette chose-là dans l'ordre et c'est perdu. Donc voilà, faut juste lire en fait. Hein. Et il y a certaines, j'aime pas trop le dernier point, mais bon, globalement, il y a certains trucs qui sont plus ou moins arch dependent. Donc tout ce qui est PIO, etc. Mais bon, je vais pas trop m'étendre sur ce point parce qu'il est un peu moyen. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ouais, c'est de la merde. Ok.
Further work. Ouais, il y a des trucs qui arrivent en ce moment hein, sur les ML et tout. Genre juin, juillet, tout ça, ça bosse beaucoup sur Virtaio GPU. Virtaio Input qui va aussi permettre de faire tout ce qui est FDev, IOCTL, etc. Donc c'est un truc assez actif. Donc c'est marrant, comme ça, si jamais vous voulez être... Vous pouvez être un peu au state of the art, quoi. C'est cool. Mais il y a plein de features. Si les features vous amusent, vous codez, voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Du bench. Alors on parle souvent de... Sur Internet, on voit souvent, ouais, Virtaio c'est trop cool pour le bench et tout ça. Donc est-ce que c'est vrai? Comment c'est testé et tout ça? Bah, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même plus ou moins vrai. J'ai mis en référence l'URL du site qui fait les benches, si vous voulez, tout ce qui est setup à côté, parce que sans le setup, les résultats, ça diffère. Bref. Du coup, en natif, là, si on voit un transfert TCP en mégabits seconde, donc en passant par le loopback, on a beaucoup de chiffres, c'est génial. Sur Virtaio, on est quand même assez loin en fait de ces deux-là qui sont en full virtualisation et qui vont en fait trap, comme je l'ai expliqué au début. Donc, c'est-à-dire faire leur request sur leur driver E1000, l'autre il trap, ensuite il va s'occuper d'émuler le truc et il va leur renvoyer la sauce. Donc, c'est super lent. Par contre, ça utilise moins de CPU, comme vous pouvez le voir, parce que ici, le truc c'est qu'on va beaucoup manier les buffers, etc. On va faire beaucoup de copies, de write et tout ça, donc ça utilise un peu plus de CPU, mais au niveau de la vitesse, c'est quand même mieux. Voilà. Pareil pour le disque, bah, c'est pareil, une petite utilisation de CPU. Il y a moins de différence par rapport à l'IDE, mais bon, ça reste quand même plutôt correct. Ce qui est plus impressionnant, c'est sur le réseau. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est des benches, ça va assez vite par rapport à la full virtualisation, c'est cool. Alors, le truc, ce qui est bien avec Virtaio, c'est que ça va vous permettre d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes entre la full et la paravirtualisation. Parce qu'en paravirtualisation, vous allez du coup avoir de la vitesse, etc., comme on vient de le voir. Mais donc ça, c'est l'avantage de la paravirtualisation. Et l'avantage de la full virtualisation, c'est qu'on ne va pas toucher au kernel. Alors là, Virtaio, on va très légèrement toucher au kernel, mais donc du coup, on a certains avantages entre guillemets de la full virtualisation. On touche presque pas au kernel, ça dépend de comment votre truc est codé. Et en même temps, on va avoir on va avoir du speed, quoi. Pareil, DevBoost, en gros, vous êtes plusieurs à bosser sur votre kernel, possiblement en équipe, etc. Vous êtes genre 5. Si vous avez fini de dev les block devices, les network devices, etc. sur Virtaio et que vous êtes toujours émulé, il y a un mec qui peut taffer sur la stack réseau et du coup implémenter plus tard un driver barebone, bare metals, et un autre qui peut bosser sur des file systems, etc., etc. Ça permet un peu de paralléliser le développement de votre truc et ça ajoute beaucoup de features, comme on vient de le voir, on peut se faire plaisir. TLDR, ouais. Ouais, je l'ai dit ça. Ok. Ouais, bon, j'ai cassé les... Ah non, c'est moi. Ouais, il y a juste un dernier truc. Ouais, si votre kernel est complètement rigide en termes d'implémentation et tout, go faire des hypercalls, quoi. Ça sert à rien d'implémenter Virtaio. Si vous voulez juste de la perf, faites des hypercalls. Ça sert à rien de refaire tout votre kernel, quoi. Ça, c'est les refs, donc c'est des liens cliquables, donc vous retrouverez le PDF sur le site du LSE, j'imagine. Voilà, notamment pour l'environnement du bench, etc. Il y a des questions? Oui, non? Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi des devices PCI plutôt qu'autre chose du coup? J'imagine pour la facilité de configuration avec le PIO ou le MIO, quoi, c'est assez portable. Surtout le MIO en fait. T'as pas de dépendance d'architecture et tout ça, c'est plutôt cool. J'ai une question, mais je vais juste rajouter juste avant. En pratique, Virtaio, c'est indépendant de l'endroit sur lequel qu'il est configuré. Tu peux être indépendamment ou en PCI ou en MIO, parce que de toute manière, on n'a pas besoin d'autre chose. L'idée, c'est que le PCI,
C'est cool, on est sur PC, on l'a déjà. C'est facile à discover, etc. Mais tu as l'option pour les archis qui vont pas avoir de bus PCI, je pense aux armes ou ce genre de choses, sur lequel tu vas avoir de la même I/O avec la même chose que ce que tu aurais dans ton config space PCI en même I/O. Voilà. Donc moi, la question que j'ai, hein, c'est bête, on en est où là actuellement? Bah là, comme j'ai dit, ils sont en train de dev... Non, je vais la refaire. Dans Stos, on en est où là actuellement? Ah, dans Stos, on en est où actuellement? Bah, j'ai presque fini le core du coup, donc je vais pouvoir commencer à implem mes devices et tester tout ça. Donc ouais, je suis sur le core en fait, hein, simplement. Parce que j'ai essayé de... Enfin, au lieu de rusher le truc, j'ai ajouté des niveaux d'abstraction qui sont pas trop mal, mais du coup j'ai perdu plus de temps. Mais bon, c'était marrant. Ouais, je sais pas, je pense que ouais, dans quelques jours, je vais pouvoir tester au moins le random et voir que c'est bien random. Et après, je mettrai block device dans l'ordre et peut-être network. Mais parce que bon, le network, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Du coup, demain, même heure, 19h. Oui, demain, même heure, 19h30. 19h30, on parlera plein de choses. Normalement, le programme ne va pas changer ce coup-ci. Et bah, merci à vous et bah, à demain. Voilà.